À la une, cet après-midi, cérémonie de prestation de serment et d'installation du premier président du Conseil d'État Jean-Baptiste Ouédraogo et du commissaire du gouvernement du Conseil d'État William Kaboré. La cérémonie s'est tenue hier lundi en présence du premier ministre Albert Ouédraogo. Les images en début d'édition. Ouverture de la première session 2022 du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle. Les participants disposent de 2 jours pour valider les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2021-2022. À noter que la campagne agricole 2021-2022 est en baisse de 10% comparativement à la campagne 2020-2021. Hors de chez nous, des marcheurs sénégalais témoignent leur solidarité au peuple malien. Ces marcheurs sénégalais ont été accueillis à Bamako après 40 jours de marche. Partis de Dakar, ils ont entamé cette marche panafricaine pour témoigner leur soutien au peuple malien victime de sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Twi TV. Au Conseil d'État, hier 28 mars, l'heure était à la prestation de serment et à l'installation du premier président et du commissaire du gouvernement du Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il s'agit respectivement de Jean-Baptiste Ouédraogo et de William Kaboré. Les 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature promus entendent faire de l'application de la loi leur boussole. La cérémonie de prestation de serment a connu la présence du premier ministre Albert Ouédraogo. Les détails de Maxime Jean-Hugues Bambara. De bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute indépendance dans le respect de la Constitution. C'est par ces mots que Jean-Baptiste Ouédraogo, nommé premier président du Conseil d'État, a officiellement prêté serment devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais installé dans ses nouvelles fonctions, ce dernier dit être animé des sentiments de fierté et de responsabilité. Sentiment de fierté pour avoir été porté à la tête de la juridiction supérieure de l'ordre administratif et sentiment de responsabilité pour la capacité managériale à avoir pour la bonne marche de l'institution. Les priorités sont claires, donner un coup de célérité dans le traitement des dossiers et faire sortir le maximum. Les dossiers qui traînaient dans les tiroirs, il faut qu'on les fasse sortir. Les décisions qui n'étaient pas rendues, il faut qu'on les rédige et qu'on les mette à la disposition des justiciables. Ensuite, chercher du matériel pour que les magistrats et le personnel qui y travaille soient dans de bonnes conditions. Tout comme lui, William Kaboré, nommé au poste de commissaire du gouvernement du Conseil d'État, a également été installé dans ses fonctions. Celle qui était jusque-là commissaire du gouvernement adjoint du Conseil d'État entend inscrire ses actions dans la continuité et l'innovation. Chez nous, nous donnons un avis juridique sur toutes les questions qui rentrent au niveau du Conseil d'État et nous, on est un service à part coiffé par un commissaire du gouvernement. Ce n'est pas de remettre en cause tout ce qui a été fait, mais c'est de voir comment innover, comment apporter sa touche, comment faire pour satisfaire le justiciable, parce que notre boussole doit être le justiciable. On doit sentir donc que les dossiers, ça sort, même si les gens ne sont pas contents, c'est ça la justice, mais au moins que ça sorte avec célérité. Cette prestation de serment se veut un symbole fort d'engagement des promus de rendre la justice au nom du peuple burkinabé dans le strict respect de la Constitution et en toute indépendance. Et pour la réussite de sa mission, le premier président du Conseil d'État dit compter sur la loyauté, le don de soi, l'esprit d'équipe de ses collaborateurs. La première session 2022 de la situation alimentaire et nutritionnelle CSPA s'est ouverte hier lundi 28 mars 2022 au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. 2 jours durant, les différents acteurs du domaine qui participent à la dite session procéderont à la validation des résultats prévisionnels de la présente campagne. Les détails de Serge Kaboré.
Estimée à un peu plus de 4 660 000 tonnes, la production céréalière nationale définitive de la campagne agricole 2021-2022 est en baisse de 10% comparativement à la campagne 2020-2021. De manière spécifique, les productions ayant enregistré une baisse sont le mil avec moins 27%, le sorgho blanc avec moins 8% et le fonio avec moins 29%. Afin donc de procéder à la validation des résultats définitifs de la campagne agro-pastorale 2021-2022 et de la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle, le ministère en charge de l'agriculture a ouvert ce lundi la première session 2022 du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle CSPA. Cette session se tient dans un contexte assez particulier. Alors, quand nous connaissons en fait la situation d'insécurité civile que vivent nos populations, cela a engendré en fait la perte des surfaces de production et aussi une baisse de la production. Il y a aussi le fait qu'actuellement nous avons la grippe aviaire qui a décimé une bonne partie de la volaille. Et à cela, il faut ajouter la conjoncture internationale assez difficile. 2 jours durant, les participants à la présente session du comité procéderont à la validation des résultats prévisionnels de la présente campagne. Il sera également question au cours de la présente session d'évaluer et de valider de manière participative les perspectives alimentaires du pays sur la base des données prévisionnelles de la production agricole et des résultats issus de diverses études et analyses. Par conséquent, au cours des travaux, il s'agira spécifiquement de valider les différents résultats quantitatifs prévisionnels de la campagne agricole 2021-2022, d'analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et les perspectives, de déterminer les zones et les populations vulnérables, de présenter le bilan de mise en œuvre des recommandations et du plan de réponse précédents et de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue d'une meilleure gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. À en croire le ministre en charge de l'agriculture, le gouvernement est conscient des attentes des populations et d'ores et déjà, des actions ont été entreprises. Les résultats qui vont sortir de ce comité vont nous permettre très rapidement de mettre en œuvre en fait un plan de réponse pour pouvoir gérer en fait la situation actuelle qui est assez difficile sur le plan alimentaire et nutritionnel. Il y a eu des actions d'anticipation et dès la semaine prochaine, des actions seront posées pour l'ouverture par exemple de boutiques témoins pour soulager un tant soit peu les populations en attendant que le plan de réponse se mette vraiment en œuvre. Il faut aussi ajouter que des actions sont en cours au niveau du gouvernement pour faire en sorte que cette année, on puisse faciliter l'approvisionnement en intrants pour mieux préparer, si vous voulez, la campagne agricole prochaine. À noter que 32 des 45 provinces du Burkina Faso ont enregistré des baisses de production céréalière allant de 1,1% dans le Kouri-Tenga à 68,5% dans le Lorum. Des baisses de production dues entre autres aux aléas climatiques et à la situation sécuritaire du pays. La Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME a reçu la visite du ministre en charge des Affaires religieuses et coutumières hier 28 mars 2022. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'une série de visites chez les responsables religieux et coutumiers avec pour objectif d'inviter tous les acteurs à regarder dans la même direction et d'apporter leur contribution à la résolution des problèmes que connaît le pays. Abdourahim Niaye. C'est la première étape d'une série de visites du ministre des Affaires religieuses et coutumières chez les organisations religieuses et coutumières. L'objectif est d'inviter toutes les confessions religieuses à avoir une seule vision, à savoir la recherche de la stabilité et la paix au pays des hommes intègres. Pour le ministre, toutes les religions, malgré la différence de croyances, doivent parler le même langage quand il s'agit de l'intérêt de la nation. C'est autour de ces questions que Isaac Assurouema a échangé avec les responsables des églises et missions évangéliques. Moi, je me considère effectivement comme un missionnaire chargé d'être en rapport
d'être en relation avec ces entités-là, de manière à ce que, au niveau donc de notre pays, le Burkina Faso, alors on sache que le gouvernement est conscient de la contribution des uns et des autres pour que le pays renforce sa cohésion sociale et pour que les problèmes auxquels nous sommes confrontés trouvent des solutions, pas seulement militaires, mais également culturelles, également confessionnelles, également cohésives. Donc c'est en cela que je suis venu et nous remercions donc la FEME de nous avoir donc accueillis. Les responsables des églises et missions évangéliques disent avoir prêté une oreille attentive au message du ministre. Selon eux, l'église évangélique contribue au bien-être physique et spirituel des Burkinabés à travers ses actions. Le représentant de la FEME a réaffirmé la disponibilité de la fêtière à accompagner la politique du gouvernement pour un Burkina paisible. Tout ne se fera pas seulement par les armes. Je crois que dans une guerre, personne ne gagne. Ce qui fait qu'il est intéressant vraiment de d'élucider et de prospecter tout ce qui est possible à faire. Il se pourrait qu'un dialogue puisse être instauré et que l'on puisse se comprendre de manière à ce que, au lieu de se tirer dessus, que l'on puisse se comprendre si cela est faisable. Alors donc, pour nous, nous prenons toutes les ouvertures possibles de manière à ce qu'on puisse aller vers la paix et la quiétude dans notre pays. Après la FEME, le ministre des Affaires religieuses et coutumières compte rencontrer les leaders des autres communautés religieuses, notamment la Fédération des associations islamiques du Burkina, l'Église catholique et les autorités coutumières et traditionnelles. Je vous en parlais hier, les rideaux sont tombés sur la 30e conférence de la Jalsa Salana. Débutée le 25 mars dernier, cette conférence a connu la participation d'environ 10 000 fidèles venus des 13 régions du Burkina Faso et même de l'extérieur du pays. Amour pour tous et haine pour personne a été le thème choisi pour cette 30e édition. Les détails de Serge Kabouri. Jamaat islamique Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, c'est sous cette thématique que s'est tenue du 25 au 27 mars 2022 la 30e Jalsa Salana de la communauté musulmane Ahmadiyya au Burkina Faso. Venus d'horizons divers du Burkina et de plusieurs autres pays, les fidèles Ahmadis ont échangé pendant 72 heures sur la thématique de la 30e Jalsa Salana. Quand nous regardons les participants de cette conférence, plus de 10 000 personnes qui se sont réunies ici, et dit effectivement, si chacun d'entre nous, qui prend ce message-là et qui va chez lui et propager dans son entourage, dans son village, nous allons trouver que cette paix et cet amour d'autrui, donc ça va se propager et ça sera une réalité. C'est pourquoi, c'est-à-dire cet enseignement que nous venons de recevoir, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le monde. C'est pour amener aussi chez nous, là où nous sommes. Au cours des 3 jours de session, environ 10 000 participants ont été outillés sur diverses thématiques et des prières ont été adressées pour le Burkina Faso et en faveur d'un dénouement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Durant ces 3 jours, il y a eu des sensibilisations sur plusieurs thèmes. Nous avons aussi fait des prières nocturnes pour prier pour notre nation, pour prier même pour le monde entier. Comme vous savez, l'actualité à travers le monde entier, nous savons tous la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine et qui engage d'autres grandes nations. Donc nous avons prié pour le monde entier, mais en particulier notre nation et pour notre communauté aussi. Notre défi se résume à notre slogan, promouvoir la paix, le vivre ensemble, l'harmonie, l'amour pour son prochain. Voilà pourquoi notre slogan, c'est amour pour tous, haine pour personne. Et c'est notre slogan que nous avons voulu développer cette année comme thème principal. À l'heure du bilan, c'est donc un sentiment de satisfaction qui se dégage au niveau du comité d'organisation. Nous avons pris 3 mois pour organiser cette convention. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé à organiser le site pour accueillir les 10 000 participants qui sont ici présents. Et il faut aussi rappeler que tous les participants qui sont venus ont payé les transports eux-mêmes. Ils sont venus à leurs propres frais. Voilà, rien que pour la cause d'Allah. Parce que le but de cette convention est purement spirituel.
Des prix d'encouragement ont été décernés aux élèves et étudiants les plus méritants au niveau du CEP, du BEPC, du baccalauréat et du master. La communauté Ahmadiyya est présente dans plus de 200 pays à travers le monde et représentée au niveau national dans les 13 régions du pays des hommes intègres. Le deuxième congrès ordinaire de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER a connu son épilogue ce samedi 26 mars 2022 à la Bourse du Travail. Cette rencontre qui s'est tenue du 24 au 26 mars 2022 a été placée sous le signe de la commémoration du 40e anniversaire du syndicat. Le bilan des 40 ans de la lutte de la FSINTER et les perspectives pour le prochain mandat ont été à l'honneur de ce deuxième congrès. Sanata Siré. C'est l'ancien bureau de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER qui a été reconduit avec en sa tête Souleymane Badiel à l'issue de ce deuxième congrès ordinaire. Cette rencontre était l'occasion pour les congressistes d'examiner entre autres la situation interne de la fédération tout en procédant à l'amendement des tests fondamentaux et de la plateforme générale de la FSINTER, ce dans le but de les adapter au contexte actuel et renforcer l'organisation. Pour son secrétaire général Souleymane Badiel, les défis restent énormes pour le nouveau bureau. La construction de notre fédération, c'est ça le premier chantier. Tout ce que nous pouvons faire la suite dépendra justement de la force et du dynamisme de notre organisation. La lutte contre la remise en cause des acquis et des libertés, aussi bien dans l'éducation, mais aussi de façon globale en apportant notre contribution à la lutte générale dans notre pays. Voilà les grands défis qui vont se réaliser et qui vont se décliner en différentes activités. Selon la FSINTER, la situation du système éducatif est aujourd'hui plus que préoccupante. À la date de fin février 2022, l'on comptabilisait plus de 3600 écoles fermées en raison de la situation sécuritaire difficile, privant plus de 700 000 élèves d'éducation. Notre système éducatif n'a jamais atteint un tel degré de déliquescence. La situation est extrêmement grave. Je l'ai dit il y a quelques semaines, dans certaines régions, on est à la limite du désespoir pour ce qui est de la situation de l'école. Mais nous restons optimistes. Nous restons optimistes parce que nous sommes convaincus que notre peuple dispose de ressources et que ce qui manque pour l'instant, et encore, c'est sa capacité à mieux s'organiser. Ce congrès ordinaire de la FSINTER a été placé sous le signe de la commémoration du 40e anniversaire du syndicat. Malgré les nombreuses répressions qu'elle dit avoir subies, la FSINTER a engrangé plusieurs acquis durant ses 40 ans d'existence, selon son secrétaire général. Des acquis aussi bien sur le plan organisationnel que politique. Du point de vue organisationnel, nous avons effectivement engrangé des acquis importants. Du point de vue politique également, parce que la FSINTER, quoi qu'on dise, est une force dans le secteur de l'éducation et de la recherche aujourd'hui. Et je crois que tous ceux qui sont observateurs l'affirment et le reconnaissent. C'est la principale force la principale force syndicale dans le milieu de l'éducation et de la recherche. ont pris part à ce deuxième congrès ordinaire qui s'est tenu du 24 au 26 mars 2022. Plus de 400 délégués issus notamment des syndicats professionnels et des coordinations régionales de la fédération, une délégation du Bureau national confédéral de la CGTB et des représentants d'organisations syndicales nationales sœurs. Au cours de cette rencontre, les congressistes ont eu également droit à une conférence sur le thème « Syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe, les exigences de l'engagement ». De l'humour dans ce trésor, l'humoriste burkinabé Philomène Nanema alias Philo a tenu son One Woman Show ce week-end à Ouagadougou. Pour ce spectacle, elle a fait le plein de la cour de Canal Olympia dans la nuit du 26 mars 2022. Un pari réussi donc pour l'artiste humoriste. Le thème principal de ce spectacle est « Épouse-moi ». Retour sur ce spectacle avec Fatima Tanikema dans ce reportage. Il est 21h lorsque les premiers humoristes, conteurs et jongleurs entrent en scène devant une immense foule sortie pour ce One Woman Show de Philo. Chaque artiste à son tour a tenu en haleine le public jusqu'à l'annonce de l'entrée sur scène de la star du jour, Philomène Nanema. Et c'est par cette chanson de Sissao sur le mariage qu'elle fera son entrée.
Le spectacle Épouse-moi peut enfin commencer avec plusieurs thèmes en lien avec le mariage. C'est pas garçon qui donne enfant. Non, c'est Dieu. Si garçon donne enfant, maman Marie n'allait rien à voir. En humour, on dit souvent, tu caresses dans ce sens-là en voulant donner ce sens-là. Donc du coup, les gens ils sont pas bêtes, les gens ils comprennent. Les gens, par exemple, quand je dis aujourd'hui une femme qui veut un enfant, c'est qu'elle ne peut pas compter sur un homme. Toi, tu sais que quand même si on ne te dit pas. Donc il y a des choses comme ça que tu dis. Mais en réalité, tu essayes de parler d'un sujet, mais sans toutefois dire le nom du sujet. Par exemple, il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui ne sont jamais satisfaites, mais qui tournent, qui ne peuvent pas dire à leur mari, je ne suis pas satisfaite, un peu, tu vois, ce genre de trucs. Ce spectacle qui a duré 1h30 a donc permis à Philomène Nanima de rendre hommage à la femme. Selon elle, c'était une occasion de mettre en lumière certains mots qui minent la vie de couple en Afrique. Il y a des femmes qui sont là, qui souffrent dans leur foyer, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire les choses parce que l'éducation ou par moment aussi la peur du mari ou certaines situations font qu'elles préfèrent se réserver. Donc moi je rentre dans l'univers de la femme dans le foyer, l'univers de la femme célibataire, j'essaie un peu de faire un ramassis de choses pour essayer de parler pour qu'elle puisse se sentir. C'est-à-dire, je suis comme la voix des sans voix, je suis la porte-parole des femmes aujourd'hui ce soir parce que c'est un spectacle hommage aux femmes, donc je les rends hommage. Après Je vous salue Marie en 2019, Épouse-moi est le deuxième One Woman Show de Philomène Nanima. Elle dit avoir pris une année pour le préparer. Et c'est une soirée du 26 mars qui a pris fin aux environs de 0 heure en tenant toutes ses promesses selon notre humoriste. Sport, on parle de rugby aujourd'hui. La Fédération burkinabé de rugby a effectué sa rentrée sportive ce samedi à Ouagadougou. À l'occasion, elle a animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette saison et les grands événements à venir. Pour cette saison, le championnat se déroule en 2 phases majeures. On en parle plus amplement avec Assami Touré. C'est une nouvelle saison qui débute pour les pratiquants et amoureux de la balle ovale. La Fédération burkinabé de rugby a en effet présenté une série d'activités au programme pour permettre à tous les acteurs de mieux se préparer. Pour ce nouveau départ, le championnat national se déroulera en phase zonale, puis les 2 meilleures équipes disputeront les phases nationales. C'est par zone, il y a une poule qui évolue au niveau de Bobo et une poule au niveau de Ouaga. Et à la suite de cette phase éliminatoire, les équipes classées première et deuxième vont jouer maintenant le championnat national. Puis à la phase éliminatoire et les phases finales qui se joueront juste après le mois de juin, au retour de la compétition Ouganda. Pour le rugby à 15, le programme va donner 8 mai après le mois de juin, comme le mois de juin c'est la semaine prochaine, pour mieux préparer les joueurs pour la compétition au niveau international, surtout pour la compétition en France et aussi avec les filles. Voilà. Le championnat féminin serait juste aussi après le mois de juin, après les examens, parce que les filles sont en préparation pour la compétition contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui aura lieu fin mai, début juin. Le premier challenge pour la Fédération burkinabé de rugby est de faire une bonne participation à la Coupe d'Afrique de rugby à 7 qui se tiendra du 23 au 24 avril prochain en Ouganda. Le sélectionneur national des Pilanou est à pied d'œuvre pour former un groupe solide afin de faire un bon résultat. Nous avons mis en place des entraînements par région, Ouaga et Bobo, et nous suivons aussi ceux qui sont en Europe. Donc d'ici peu, nous allons faire sortir la liste finale et pouvoir aborder en tout cas ces tournois. Voilà, donc c'est le rugby à 7 et nous nous préparons très bien pour pouvoir vraiment aborder et en tout cas avoir un bon résultat. Et il faut reconnaître qu'avec le programme de la Fédération burkinabé de rugby qui est bien fourni, aujourd'hui, les championnats burkinabés à un bon niveau et la dernière finale du championnat national à 15 a démontré vraiment de belles choses. Cependant, la Fédération burkinabé de rugby fait face à des difficultés. L'absence de terrain de jeu de rugby ne favorise pas une bonne préparation des rugbymen. À cela, il faut ajouter les difficultés liées aux conditions de voyage. Nous ne disposons pas encore de terrain de rugby. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'ores et déjà de l'accompagnement de l'ambassade du Japon pour la réalisation cette année d'un terrain mixte, baseball, rugby et football, ici même à Ouagadougou. Un autre projet d'infrastructure qui nous tient également à cœur est la construction d'un stade de rugby à l'arrondissement 10 et à Marcoussis.
Présentement, les moyens nous manquent pour faire un stage. À l'heure actuelle, l'équipe nationale devait être internée pour un stage intensif, chose qui n'est pas faite pour le moment. Donc on se dit qu'on pourra rattraper cela si on arrive à aller un peu plus tôt en Ouganda pour faire les entraînements et pour que l'équipe nationale s'acclimate. Notons que grâce à la Fédération burkinabé de rugby, 6 joueurs rejoindront 3 autres déjà en Afrique du Sud pour un stage de perfectionnement au profit de Burkina Faso. Parti de Dakar le 16 février dernier, 18 Sénégalais panafricanistes ont marché 1360 km pour arriver à Bamako. Pour ces Sénégalais, c'est une manière de soutenir le peuple malien qui subit actuellement de lourdes sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. La correspondance de Bourema Solo. C'est dans la soirée de dimanche que ces 18 jeunes qui se disent panafricanistes sont arrivés à Bamako. Ils ont été triomphalement accueillis par la population tout au long des routes de la capitale malienne. Ahmed Sangaré, le quadragénaire, a rejoint les marcheurs à la frontière sénégalaise. Pour lui, cette marche symbolise l'unité africaine. Quand j'ai entendu mes frères sénégalais qui, avec les autres Africains, qui venaient du Sénégal, j'ai automatiquement allé les accueillir à la frontière du Mali-Sénégal pour les encourager et marcher avec eux. Aujourd'hui, c'est l'unité africaine qu'on voulait vraiment que ça marche, la panafricanisme. À être vigilant, les filles devant comme on a l'habitude de le faire. Pour la dernière étape, le top départ est donné depuis la ville garnison de Kati. Les marcheurs y sont arrivés la veille. Pour Ibrahim Diakité, habitant de Kati, avec cette marche de soutien, ces panafricanistes sénégalais ont démontré la grandeur du peuple sénégalais. Je suis un handicapé physique. Vraiment, ce qu'ils ont fait là, on n'a pas de mots. Vraiment, on ne fait que prier Dieu, que Dieu leur sauve. Vraiment, je veux que tout le monde nous entende. Très ému, tu vois pas les armes. Ok, parce qu'on est là pour ce pays-là, on veut mourir pour ce pays-là. Et ils ont prouvé qu'ils ont devant nous. Samori Alébé Touré, la trentaine d'un air fatigué, est l'un des meneurs de la marche. Pour lui, au-delà du symbole panafricaniste de cette marche, l'objectif est de soutenir le Mali jusqu'à la levée de l'embargo de la CEDEAO contre le pays. Il faut dire que la marche, c'est une initiative qui a été prise pour soutenir premièrement le peuple malien et partager les souffrances qu'ils sont en train de subir, mais aussi les soutenir dans le combat qu'ils sont en train de mener pour leur souveraineté. Parce que la souveraineté du Mali, c'est la souveraineté de l'Afrique. Si le Mali gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si le Mali tombe, c'est l'Afrique qui tombe. Ces 18 jeunes marcheurs partis du Sénégal qui ont été rejoints à la frontière par 6 autres Maliens sont attendus demain mardi à la place de l'indépendance de Bamako pour une manifestation. On s'arrête ici pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 13h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.